Bon, donc, on est sur le dernier point de l'analyse bivariée. Donc, on a fait 2 séances avant. Donc, ça, c'est la 3e séance sur l'analyse bivariée. Donc, c'est sur la régression. Donc, on a vu les formules de la covariance. On a vu les propriétés de la covariance. On a vu la corrélation linéaire. On a vu ses propriétés également. On a vu la relation entre les coefficients de la régression, donc les paramètres de la régression et ces 2 éléments, les paramètres et la corrélation, et puis la covariance. Donc, on a fait tous ces éléments. Donc, maintenant, on va essayer de faire une application, donc, pour qu'on puisse voir comment on calcule les éléments. Donc, l'application consiste à calculer les coefficients de la régression, donc les paramètres de la régression, la covariance et le coefficient de corrélation. Donc, c'est à peu près l'essentiel de ce cours et pour ce niveau d'études, effectivement. Bon, donc, voilà l'énoncé. Le directeur des ventes d'une grande entreprise doit embaucher régulièrement de nouveaux vendeurs. Il est reconnu que plusieurs facteurs peuvent expliquer la variabilité dans la performance d'un vendeur à un autre. Parmi ces facteurs, on note les différences d'aptitude, les différences dans le potentiel de vente des territoires et différences dans l'effort fourni. Donc, tous ces éléments, dépendant de l'individu, ça va avoir un impact sur la performance du vendeur. Le directeur, avec l'aide de spécialistes, a mis au point et appliqué un test d'aptitude. Donc, on a développé un test d'aptitude qui lui permettra de choisir parmi ceux qui postulent un emploi. Donc, c'est un test qui permet de recruter. Donc, il faut qu'on soit sûr quand même que le test est valide et qu'il est pertinent. Donc, ce test a été appliqué à 12 vendeurs qui sont déjà en emploi. Donc, on a appliqué le test et puis les vendeurs sont en emploi. Et puis, on va voir les scores obtenus pour ce test ainsi que les montants des ventes mensuelles de ces 12 employés ci-après. Donc, on va voir pour ces 12 employés ici que vaut le test en effet. Bon, donc, c'est ça, on va donner des données. Donc, les données du problème, les ventes mensuelles à milliers de dollars. Donc, N égale à 12, donc les 12 employés. Et voilà, la colonne des ventes, on a les montants qui sont donnés. Et pour chacun de ces individus, on a le score dans la colonne suivante, donc score au test d'aptitude. Donc, 84, 71, etc. Donc, on a les 2 éléments, donc score et vente. Donc, la question qu'on se pose, c'est de voir s'il y a une relation linéaire. Donc, c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Bon, donc, on a déjà donné les formules. Donc, on va appliquer les formules en d'autres termes, tout simplement. Donc, les estimations des coefficients. Les estimations des coefficients de la droite de régression obtenues par la méthode des moindres carrés, donc des moindres carrés, sont les suivantes. Donc, on a A, donc ma fonction c'est Y égale à X plus B. Donc, on a A qui est égal à la covariance de X, Y divisé par la variance de X. Donc, ça, on a déduit ça quand on développe, on dérive, donc par rapport à A, par rapport à B égale à 0 et on résout le système. Donc, c'est ça qu'on obtient pour A. Donc, A égale à la covariance, etc. Bon, donc, il y a une façon facile, une formule facile pour faire les calculs.
Donc, c'est cette formule que je privilégie quand on fait les calculs à la main. Donc, c'est égal tout simplement à la sommation de xi, yi, moins n x bar, y bar. Donc, cette formule, on l'a vu quand on a calculé, c'est l'équivalent de la variance, donc, mais dans le cas de la covariance, effectivement. Donc, dans le cas de la variance, c'est la somme de xi au carré moins n x bar au carré, bien sûr. Donc, c'est cette formule que je vais calculer parce que ça va être beaucoup plus facile que si on faisait la formule de définition là, qu'on a donnée pour la définition de la covariance. Donc, c'est ça. Donc, y égale à, non, b du moins, b égale à y bar moins ax bar, tout simplement. Donc, ces deux résultats ont été obtenus la semaine dernière, au dernier cours, et on les reporte tout simplement ici pour montrer comment on applique les formules. Donc, ici, c'est une application, tout simplement. Donc, les données de base, YI, XI, donc on a les données de base qui sont données ici. Donc, tout ce dont on a besoin pour A et B, on a besoin de xi au carré, donc xi au carré qui est au dénominateur ici, xi au carré, et on a besoin de le produit xi, yi, qui est dans cette composante tout simplement. Et bien sûr, on aura besoin des moyennes, hein, x bar, y bar. Bon, donc ça se calcule tout simplement à partir de yi et de xi. Donc, cette formule est beaucoup plus facile. Donc, c'est ça qui est recommandé, qui est privilégié pour que si on fait les calculs à la main, qu'on utilise ceci. Donc, donc, les carrés sont là. Donc, xi au carré, 84 au carré, 71 au carré, et etc. Donc, on a les carrés ici. Et les xi, yi, donc ligne par ligne. Donc, xi, c'est 84, yi, c'est 30, donc le produit. Donc, ce qui donne 2520, et ainsi de suite. Donc, on a les xi au carré, on a les xi, yi. Donc ici, ça c'est les taux tout simplement, les sommations. Donc, faisons attention de ne pas trop parler, éteindre le micro parce que le dernier cours, il y a eu des perturbations. Donc, yi, la sommation, ça fait 294. Les xi, la sommation, ça fait 899. Donc, les xi au carré, donc la sommation, donc ce n'est que la sommation ici. Donc, ça va correspondre à cette partie ici, la somme de xi au carré. Donc, on l'a. La somme de xi, yi, la sommation, donc ça fait 22 242. Donc, voilà, on a tous les éléments de la formule, bon, sauf le x bar et le y bar, qu'on va calculer tout simplement. Le x bar, comment on l'obtient? Donc ici, x bar, c'est la moyenne, c'est le 899 divisé par 12, donc ce qui donne 74. Et y bar, ce qui donne 294 divisé par 12, ça fait 24,5. Donc, on a tous les éléments maintenant pour calculer le A et le B. Donc, c'est ça qu'on voulait déterminer. Donc, on a tous les éléments pour faire ces calculs-là. Donc, maintenant, le A, donc, j'ai donné tout simplement les résultats. Donc, il s'agit de remplacer les éléments qui sont dans les totaux, tout simplement, qui sont au niveau des totaux, dans la formule. Donc, la sommation ici, la sommation, et ça c'est x, i, y, ça c'est là, moins n qui est 12, multiplié par x bar qui on vient de calculer, 74, et y bar
qu'on a calculé également, qui est 24,5. Donc, et le tout divisé par, tout simplement, la sommation de xi au carré, la sommation, c'est là, on a ici, moins n qui est 12, et qui multiplie par x bar au carré, qu'on a calculé également ici, donc 74,91 qu'on élève au carré. Donc, on a tous les éléments de A ici. Donc, si on fait les calculs, le numérateur, on trouve 216, et puis au dénominateur, on trouve 326. Donc, en faisant ces deux rapports, on a 0,662. Donc, je fais une petite remarque. Au Canada, j'utilise généralement 0 point. Bon, donc, je sais que le côté universel, là, on doit dire 0, bon, ça fait des années que j'utilise 0 point. Donc, je fais beaucoup d'efforts pour utiliser des virgules. Donc, si des fois, je dis 0 point, 662, donc c'est l'équivalent de 0, tout simplement. Donc, j'essaie de faire l'effort d'utiliser les virgules, mais ça va m'échapper de temps en temps et je vais utiliser le point. Bon, donc, le B, c'est la même chose. On a toute l'expression du B ici. Donc, c'est 24,5, bon, 24,5 moins 0, etc., qui multiplie par 74, et ce qui va donner ici moins 25,11. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le B. Donc, l'équation mathématique, donc, c'est Y chapeau. Donc, ce que le modèle a dégagé, bien sûr, c'est Y chapeau égale à AX. Le A, on connaît le A, c'est 0,662x moins B, qui est la constante, qui est moins, et plus B du moins, qui est la constante est moins 25,11. Donc, ça, c'est le modèle mathématique. Donc, c'est à partir de ce modèle qu'on va utiliser pour faire des prévisions. Donc, quand un individu postule pour le poste, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait passer le test. Donc, il a un score. Et ce score va nous dire à peu près qu'est-ce qu'on peut prévoir comme pente pour cet individu. Donc, et on remplace tout simplement le score qu'on a obtenu de l'individu dans l'équation qui est là et ça nous donne des ventes estimées, donc mensuelles estimées. Et donc, on peut juger quand on a plusieurs candidats, donc lequel des candidats on va privilégier. Bon, donc, faisons attention. Et souvent, quand on fait des recrutements, ce n'est pas seulement un seul modèle, mais quand même, ça va être une composante de la décision finale. Donc, on ne va pas à 100% uniquement se baser sur ça, mais on va composer avec et on va l'intégrer dans notre décision de recrutement tout simplement. Bon, donc, ça, c'est la façon de calculer les coefficients. Donc, on a vu comment la covariance, comment ça agit. Donc, c'est quoi ses propriétés. On a parlé de la corrélation, on a vu ses propriétés également, mais il fallait faire un exemple, une illustration de calcul tout simplement. Bon, donc, je vais passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est le calcul de la covariance et de la corrélation. Donc, ici, je vais vous donner seulement les éléments parce que, et à compléter tout simplement pour que vous puissiez vous exercer donc, à faire les calculs. Donc, ici, donc les formules pour l'application, pour les calculs à la main, donc, ce sont ces formules que j'ai données, qu'on a vues également. Et la variance de x, c'est égal tout simplement à la moyenne de x au carré. Donc, on a déjà les x au carré, on les a. Donc, on a sa moyenne. Donc,
Non, non, il faut calculer la moyenne à partir des x au carré, tout simplement. C'est ça. Donc ici, on a ici les x au carré, on a la somme ici. Donc la moyenne des carrés, des sommes des carrés, c'est divisé par 12 tout simplement. Donc ici, il n'y a pas de pondération là-dedans, c'est des observations uniques tout simplement. Donc on divise par 12 tout simplement. Donc le x bar, on connaît, le x bar, on l'a calculé, donc on l'élève au carré et on fait la différence des deux, ce qui va donner la variance de x tout simplement. Bon, mais par contre, on n'a pas calculé le y, et donc le y, dans la formule ici, on n'en avait pas besoin pour calculer le y bar, on n'en avait pas besoin aussi. Le y bar, on a calculé, mais on n'avait pas besoin de calculer le y au carré. Donc, y au carré. Donc, il aurait fallu avoir une colonne ici, ajouter une colonne où on calcule tout simplement y au carré. Donc, 30 au carré, 20 au carré, 24 au carré, etc. Et comme on n'en avait pas besoin pour calculer A et B, donc je ne l'avais pas ajouté ici tout simplement. Mais pour calculer la covariance, on a besoin des variances. Donc, il faut ajouter ici tout simplement et faire le calcul. Donc ici, en ajoutant la colonne y au carré, donc en faisant la somme et en divisant par 12, donc on a la moyenne tout simplement. Et y bar, on l'a calculé, donc on l'élève au carré, donc ça nous donne la variance tout simplement. Donc c'est ça, donc il s'agit de compléter tout simplement, d'ajouter une colonne de plus, et puis d'élever au carré et de faire la même chose qu'on a fait avec x tout simplement. Bon, donc une fois que vous faites ça, il s'agit de trouver l'écart type. Donc l'écart type, bon, l'écart type, je le calcule ici parce que j'aurais besoin dans la corrélation tout simplement. Mais dans le cas de la covariance, c'est la variance qu'on utilise tout simplement. Mais dans le cas des corrélations, on utilise les écarts types. Donc, on peut les déduire directement, les formules. Donc, l'écart type ici, c'est la racine carrée de la variance. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance tout simplement. Donc, on connaît les variances, on les a calculées ici. Donc, on prend les racines et on a les deux écarts types tout simplement. Bon, donc, connaissant les écarts types, donc on applique tout simplement donc la covariance x et y égale à quoi? Égale à A. A, je le connais. Ça, donc, on a dit que la covariance divisée par la variance, ça donne A. Donc, je connais A. Donc, finalement, je connais la variance de x. Donc, je peux déduire la covariance tout simplement. Donc, ça aussi, ça se fait directement. Donc, la corrélation est binaire. Donc, c'est la covariance divisée par les écarts types tout simplement. Donc, les écarts types, on les a calculés ici. Donc, on les remplace tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment tous les calculs qu'on a besoin donc, au niveau de cette partie. Bon, j'ai donné la remarque. Bon, donc, je suis passé pour la covariance, je suis passé par A, mais en réalité, c'est parce que j'ai calculé les paramètres de la régression, donc j'ai profité de ça pour calculer tout simplement la covariance. Il y a la relation entre la covariance et le paramètre. Bon, donc, mais en réalité, on aurait pu passer directement, faire le calcul direct de la covariance, et sans passer par A, donc en utilisant la formule qui est là effectivement. Donc, vous voyez la covariance ici. Donc, c'est la même formule que la variance, mais sauf que au lieu que ce soit les x au carré ou les y au carré, ça va être les x, y, c'est les produits croisés tout simplement. Donc, x, y. Donc, qu'on calcule la moyenne. Donc, si on veut utiliser cette formule, il faudra ajouter une autre colonne, tout simplement.
Donc, cette colonne, ce serait les X, Y qu'on a ici. X, Y ici, qu'on a calculé. Mais il faudra ajouter une colonne où on élève ceci au carré. XI, YI. Donc, les résultats qui sont là, on les élève au carré tout simplement. Donc, ça fait une autre colonne à ajouter si on veut passer par cette formule-là. Mais sinon, donc, on n'a pas besoin et puis on peut le calculer à partir du paramètre A tout simplement. Donc, et ce serait X. Non, je m'excuse, j'ai dit, on n'a pas besoin de la colonne. Donc, je reviens ici. C'est ça, on n'a pas besoin de l'élever au carré, tout simplement. Donc, c'est à partir de là, tout simplement, qu'on va faire les choses. C'est ça. Et on fait la moyenne, tout simplement. La moyenne ici, ce serait 22 242 divisé par 12. Donc ici, on aurait pu l'utiliser directement, cette formule aussi, sans passer par A ici. Et on a les éléments de calcul qui étaient déjà là, donc qu'on n'a pas besoin d'ajouter d'autres choses pour calculer. Et moins X bar et Y bar, donc on connaît X bar, on connaît Y bar, donc on peut directement calculer. Donc ici, on peut facilement le trouver. Donc, il n'y a pas de colonne à ajouter. Les éléments sont déjà là pour calculer la covariance directement. Donc voilà, vous avez toutes les combinaisons possibles de calculer les éléments, donc qui sont des éléments importants. La covariance et la corrélation sont des éléments très importants. Donc c'est ça. Ça complète une illustration de ce qu'on a vu la semaine au dernier cours, et donc avec des chiffres, avec un exemple précis tout simplement. Donc, une fois qu'on a le modèle, comme ici on a eu le modèle Y chapeau, on a ces paramètres qu'on a calculés, donc Y chapeau, donc le modèle qui résulte de nos calculs, on a 0,662x moins 24,11. Donc, on a le modèle. Donc, mais avant d'appliquer le modèle, donc comme je dis, ce modèle, on va utiliser quand quelqu'un postule pour un poste, on va faire le test d'aptitude. Donc, on va trouver un X et on va appliquer et on va dire qu'est-ce qui est estimé. Bon, donc, avant d'utiliser, il faut valider le modèle. Parce que le modèle, la régression repose sur un certain nombre d'hypothèses. Donc, il faut qu'on soit sûr que ces hypothèses sont vérifiées, sont validées. Et donc, si les hypothèses ne sont pas validées, ça veut dire que le modèle connaît des faiblesses. Donc, il faut être prudent pour l'appliquer. Donc, et la plupart des hypothèses, on peut le valider à partir de ce qu'on appelle l'analyse des erreurs, des résidus tout simplement. Donc, l'analyse des résidus, donc les hypothèses fondamentales, donc on va passer à travers quelques éléments tout simplement et à travers les résidus, donc qui vont nous dire que telle ou telle hypothèse est respectée ou non. Donc, au moins, on pourra vérifier. Donc, et ici, la première hypothèse, c'est qu'on suppose qu'on fait face à un modèle linéaire. Donc, il faudra qu'on valide, est-ce que le modèle linéaire est-il adéquat? Donc, tout repose sur la linéarité. Donc, s'il y a des faiblesses à ce niveau, donc, il faut qu'on soit très prudent. Bon, donc, j'ai deux cas de figure. Le premier cas, les résidus, donc le figure A, et on a les résidus, l'axe des abscisses, on a X, et l'axe des Y, on a les résidus normalisés tout simplement. Bon, donc ici, on a chaque point représente un croisement de X et de la valeur du résidu. Donc, chaque point correspond
Donc ici, ce point correspond à un X donné et un résidu qui a été observé. Donc, pour les 12 observations dans le cadre du problème qu'on vient de voir, on aura 12 résidus. Donc, et on les met sur le graphique ici. Donc, idéalement, les résidus devraient être distribués normalement. Donc, dans le sens qu'on devrait avoir la dispersion un peu partout au niveau des résidus et qu'on ne puisse pas dire que il y a une relation entre les résidus. Donc ici, c'est vraiment aléatoire. Donc dans ce cas, c'est ça qui est recherché. C'est ça. Bon, donc dans ce cas, on va dire à la lumière des résidus, on ne peut pas mettre en cause la linéarité. Donc c'est ça qu'on peut dire. On ne peut pas dire que la linéarité n'est pas vérifiée à la lumière des résidus que nous avons ici. Par contre, dans le cas de la figure B, on a les résidus qui sont dispersés ici. Donc, comme on voit ici, les résidus ne sont pas autour de l'axe de X, ne sont pas distribués de façon aléatoire. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup plus vers le haut qu'il y en a vers le bas. Donc, beaucoup plus, et il semble avoir même une forme de relation entre les résidus. Donc, il y a comme une courbe qui est là. Donc, ici, les résidus ne sont pas aléatoirement distribués dans cette figure-là, dans ce schéma. Donc, pour la régression qui a donné ces résultats en termes de résidus, donc c'est une application qui a été faite, on a trouvé l'équation de Y égale à X plus B, et on a trouvé A et B qui optimisent, bien sûr, et on a trouvé les résidus qui résultent, et voilà les résidus qui sont là. Donc, on peut dire que le modèle qui a été dérivé avec des A et des B, qui sont optimisés, bien sûr, à partir du modèle, ce modèle ne semble pas être adéquat, ne semble pas être un modèle linéaire, compte tenu de l'hypothèse que les résidus devraient être aléatoirement distribués autour de X, tout simplement. Donc, quand on a un cas comme celui-là, donc ça veut dire que ici, le modèle linéaire simple n'est pas adéquat. Donc, dans la figure B. Et on peut voir ici que probablement qu'un modèle du type Y, donc un modèle quadratique, pourrait être une solution. Donc, Y égale à bêta 0 plus bêta 1 X plus bêta 2 X2. Donc, le X2 ici, c'est quadratique. Donc, c'est X au carré. Donc, si éventuellement, si on vérifiait, on utilisait un modèle comme celui-là, probablement que les résidus, quand on va les observer, on les trouvera qu'ils sont aléatoires. Et puis, donc, le modèle linéaire peut être envisagé dans ce cas après avoir transformé et après avoir changé de modèle tout simplement, d'un modèle linéaire à un modèle quadratique. Donc, on va voir tout à l'heure quelques cas et puis on va essayer de voir des transformations de variables et puis voir qu'est-ce que ça va donner, bien sûr. Donc, ça, c'est tout simplement vous dire que après avoir fait le modèle, il faudra observer un tout petit peu les résidus, donc faire l'analyse des résidus et dégager certaines conclusions acceptables pour le modèle ou que la conclusion n'est pas en faveur du modèle tout simplement. Et il faut trouver une alternative s'il y a à trouver une alternative. Donc le deuxième cas, la variance des erreurs est-elle constante? Donc, on suppose que les variances des erreurs doivent être constantes. Parce que si les variables ne sont pas, la variance n'est pas constante, ça veut dire que si on prend un modèle, un échantillon, et qu'on prend après un autre échantillon, donc on ne fera pas face à la même variance des erreurs, parce que la variance des erreurs ne semble pas être constante.
dans l'exemple, si c'est le cas, dans l'exemple qu'on a pris. Donc, il faut qu'on soit sûr que la variance des erreurs est constante. Donc, encore là, ça permet de voir si, donc dans le premier cas de figure, le C et le D. Donc, dans le C, les erreurs ici semblent distribuées de façon aléatoire. Donc, c'est comme le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, s'ils sont distribués aléatoirement, donc on dira que on n'a pas d'évidence pour rejeter cette hypothèse que les variances sont constantes. Donc, donc ici, c'est vraiment des observations. Je n'ai pas fait de tests. Il y a beaucoup plus de tests élaborés. Donc, dans l'analyse inférentielle, dans la statistique inférentielle, mais que je ne ferai pas, ce n'est pas l'objet ici. Donc, on va seulement observer et constater et donc tirer la conclusion sur les erreurs tout simplement. Donc, c'est une première conclusion. Et donc, au moins, si on ne peut pas mettre en cause l'hypothèse, donc tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que l'hypothèse est vérifiée, il faut aller un peu plus loin dans le cas seulement de l'observation, qui va nous indiquer seulement qu'on n'a pas d'évidence de mettre en cause l'hypothèse, c'est-à-dire la constante de la variance des erreurs. Donc ici, le premier cas de figure C ici ne permet pas de mettre en cause cette hypothèse-là que le modèle demande tout simplement. Mais quand on regarde le deuxième cas de figure, c'est-à-dire le D, et si on met ici les erreurs, et qu'on voit que les erreurs sont de ce côté, ne sont pas aléatoirement distribuées autour de X, donc on peut mettre en cause, on peut mettre en doute la stabilité tout simplement de la variance tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre cas de figure. Et ensuite, donc, toujours à partir des erreurs, on peut se demander est-ce qu'il y a des valeurs qui sont aberrantes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une valeur, une observation aberrante? Donc, ici, on prend Y chapeau. Hein? Donc, on prend Y chapeau. Dans les autres cas de figure, avant, c'est par rapport à X qu'on prenait. Donc, ici, on va prendre Y chapeau. Donc, Y chapeau, c'est le modèle qui est estimé. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure quand on a calculé le A et le B. Donc, c'est ce qui va être le modèle. Donc, le modèle de prévision également. Donc, en prenant Y chapeau, on met ici les erreurs. Donc, pour chaque Y chapeau, pour chaque Y chapeau I, on a une erreur qui est associée. Donc, ici, l'erreur qui est associée, c'est le Y chapeau qui est là. Voilà ce qu'on a eu comme différence entre Y observé et Y chapeau. Donc, la différence, c'est ça qui est l'erreur. Donc, dans ce cas, on a l'erreur qui est là. Donc, pour cette observation. Donc, on a mis sur le schéma. Et donc, maintenant, si vous vous rappelez, on a dit que à 3 écarts types, donc à 3 écarts types de la variance, donc S, c'est l'écart type, donc S, c'est l'écart type. Donc, ça, c'est le 0 ici, le point de référence. Donc, de 0 à 3 fois l'écart type, à une distance de 3 fois l'écart type, ça me donne une valeur ici qui est là. Et de 0 à moins 3 fois l'écart type, ça me donne une valeur qui est là. Donc ici, à plus ou moins 3 écarts types de la moyenne c'est 0, parce que les erreurs, la moyenne c'est 0. Donc à 3 écarts types, à plus ou moins 3 écarts types de la moyenne, on s'attend à ce que toutes nos observations, la presque totalité des observations, soient à l'intérieur de plus ou moins 3 écarts. Donc, il y a la formule de Chebyshev qu'on a vue.
donc qui donne pour n'importe quelle distribution à 3 écartis. Donc, donc ça va jusqu'à presque 90% à plus ou moins 3 écartis. Donc, dans le cas de la normale, ça va jusqu'à 99% de nos observations qui sont à l'intérieur de cette fourchette-là. Donc, à plus ou moins 3 écartis. Donc, ici, toute information qui n'est pas dans la fourchette, plus ou moins 3 écartis, va être considérée comme une donnée aberrante. Bon, une donnée aberrante, probablement qu'il y a eu des erreurs d'observation, de prise de mesure. Et donc, on ne comprend pas que cette donnée soit aussi loin des autres données. Donc, dans ce cas, ce qu'on va faire souvent, on reprend notre régression et on enlève les données aberrantes tout simplement, de façon à ce qu'on puisse avoir plus que 80, que ça soit très élevé. Donc, il peut y arriver toujours qu'il y a... C'est ça. Donc, si on fait plus ou moins 3 écartis, après avoir enlevé les données aberrantes, donc il y a de fortes chances qu'on ait les 100% à l'intérieur de la plus ou moins, et qu'il n'y ait pas d'observation qui soit à l'écart. Donc, c'est ça, parce qu'on sait que quand il y a des données qui s'écartent beaucoup, ça peut avoir un biais sur les paramètres, sur l'estimation des paramètres. Donc, les paramètres peuvent prendre des valeurs qui sont plus ou moins élevées, donc ce qui est dû à la force de cette observation qui a un poids et qui entre dans le calcul, bien sûr, et donc qui peut biaiser les paramètres. Donc, ça aussi, ça peut être vu et puis être corrigé au besoin. Bon, voilà. Donc, ça, ce ne sont pas seulement les hypothèses, il y en a d'autres, mais ça, ce sont principalement les hypothèses qui requièrent la régression que je vous montre tout simplement et qu'on doit observer. Donc, l'hypothèse la plus fondamentale, c'est la première, c'est l'adéquation de la linéarité. Donc, si le modèle n'est pas linéaire, donc on n'est pas plus avancé. Et donc, il faudra trouver une alternative à cela. Bon, donc, ça, c'est ce que je voulais introduire tout simplement avant d'aller plus loin. Donc, quand vous avez votre modèle, avant de l'utiliser et de l'appliquer, essayez de voir si certaines des hypothèses ne semblent pas violer tout simplement. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, c'est ça. On a vu qu'il peut y avoir l'hypothèse de la linéarité qui peut ne pas être retenue tout simplement. Donc, on a vu tout à l'heure, on a même proposé une alternative qui est la quadratique. Donc, il y a plusieurs alternatives qu'on peut, dépendant de nos données, qu'on peut proposer, bien sûr. Donc, ça, c'est le document de la FSEC, Mali. Donc, j'ai pris ces fonctions qui sont données. Donc, ici, si la fonction linéaire n'est pas une option, il se pourrait que une option, c'est y égale à a plus b et radical de x. Il se peut que ça, c'est une option. Donc, si c'est l'option, on peut linéariser. Donc, on peut transformer, faire des transformations de données et tomber dans le cas linéaire tout simplement, mais préalablement faire une transformation. Donc ici, si on a radical de x, et si on pose tout simplement u égale à radical de x, donc u égale à radical de x, donc, et en remplaçant dans la formule radical de x par u, on tombe dans le cas linéaire tout simplement. Donc, y sera égal à a plus bu tout simplement. Donc, mais le u, désormais, on n'aura pas x comme observation, les données d'observation, mais on aura u comme étant les données d'observation. Donc, il faudra, pour chacune des observations de x, il faudra prendre le radical et on va travailler avec cette donnée. Donc,
En faisant cette transformation, on tombe dans le cas linéaire et donc on peut fonctionner sans difficulté. Donc, et après, maintenant, c'est ça. Donc, on a le A, on a le B. Donc, et on peut revenir ici tout simplement, faire le modèle Y avec le A qui est calculé ici, le B qui est calculé. Donc, on remplace tout simplement et on a le modèle, donc le Y chapeau, avec le A et le B qui sont donnés tout simplement. Et on va travailler avec ces A et B qui ne sont pas les mêmes que si on faisait la linéarité. Donc, on peut faire des prévisions au besoin avec ça. Bon, donc, il y a la deuxième, c'est le logarithme. Donc, on peut tester. Bon, souvent, c'est ça, il y a comment dire, des fonctions classiques dépendant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire habituellement? Il faudra tracer Y en fonction de X. Donc, en mettant les observations, donc X, Y, et automatiquement, des fois, il y a une forme non linéaire qui peut être dégagée. Donc, si la forme non linéaire est dégagée, donc on peut voir quelle est la forme. Est-ce que c'est une forme quadratique qui est observée, donc avec les données brutes que j'ai mis sur un graphique. Si c'est le cas, je vais passer directement au modèle quadratique et je vais faire les transformations pour trouver un modèle linéaire. Donc, ça veut dire qu'a priori déjà, en observant d'avance, je peux corriger que la linéarité ne serait pas la solution. Donc, il ne faut pas que j'aille jusqu'à faire ça et puis voir les erreurs et puis tirer après et dire que la linéarité n'est pas de mise. Donc, on peut d'avance voir dans certains cas que la linéarité n'est pas l'hypothèse qui est requise. Donc, on va directement faire une proposition d'un modèle, d'une fonction autre que linéaire et qu'on va linéariser après avec des transformations. Donc, c'est ça la démarche a priori. Mais ce qui va arriver dans certains cas, graphiquement, ce n'est pas visible. On ne peut pas déduire que ce n'est pas la linéarité. Donc, c'est dans ces cas de figure qu'on va aller voir les résidus et voir si le comportement des résidus, est-ce que la linéarité est là ou pas. Donc, dans ce cas, on revient après pour essayer de proposer une fonction donnée, une fonction précise. Donc, c'est la démarche qu'on va suivre. Donc, observer d'abord et voir s'il faut proposer un modèle, une fonction déjà, qui n'est pas le modèle linéaire, et qu'on linéarise après avec ça. Donc, c'est pourquoi ces propositions qui sont là sont des propositions, si on devrait les utiliser éventuellement, et on sait quel type de transformation on peut faire. Donc, ces fonctions sont assez classiques, et donc, ça correspond à des multitudes de courbes, de formes de courbes. Donc, il y a de fortes chances qu'on trouve notre compte en utilisant une de ces fonctions-là. Bon, donc ici, dans le cas de le log qui est là, donc on a déjà une forme qui est assez linéaire, sauf que le log de x qui brise la linéarité. Donc, en transformant, donc u, donc en transformant les x, donc ln de x, donc on a la forme linéaire, y égale à a plus bu tout simplement. Donc, on a la forme linéaire. Et ici, on a l'exponentielle, donc la forme logarithmique, la forme exponentielle, et ici, c'est la forme puissance. Donc c'est ça. On sait la forme que les données, quand c'est une exponentielle, donc on sait comment les données doivent se comporter. Donc, la croissance est exponentielle. Donc ici, c'est une puissance. Donc, là encore, on connaît la nature, on connaît la forme de
d'une fonction puissance ou les formes, parce que dépendant du A et du B, il peut y avoir plusieurs formes. Donc, on peut associer nos données, la courbe qui est associée à nos données, à une de ces fonctions qui va être déterminée. Donc, ici, dans le cas de l'exponentielle, donc tout ce qu'on fait ici, on transforme le y tout simplement. Donc, on prend le log de y, donc, et on tombe sur une fonction linéaire tout simplement. Donc, log de y, donc log de y, c'est égal à quoi? C'est égal à log de a plus log de l'exponentielle. Donc, log de l'exponentielle, ça revient tout simplement à prendre l'exposant ici, bx ici, plus bx. Donc, log de y est égal à log de l'exponentielle. Et log de l'exponentielle se décompose en log de a plus b de x tout simplement. Donc, voilà le v qui est log de y. Donc, nos données sont transformées. Les y seulement sont transformées. Donc, ici, c'est les y qui sont transformés. Et on ne touche pas au x. Ici, c'était les x qui sont transformés. On ne touchait pas au y. Ici, c'est les x qui sont transformés. On ne touche pas au y également. Donc, et ici, on a log de a plus bx tout simplement. Donc, on a une forme linéaire. Donc, quand on va résoudre ceci, on va trouver la valeur de b, ça va, donc ça va être le b qui est là. Mais la valeur qu'on va trouver, on ne trouve pas le a directement, on trouve la valeur du log de a. Donc, log de a, tout ce qu'il faut, pour trouver le a, il faudra prendre l'exponentielle tout simplement, donc ce qui va donner le a. Donc, le a n'est pas directement donné, c'est le log de a qui est donné tout simplement. Donc, on peut dériver le a à partir de log de a. Donc, on va trouver les paramètres de y égale à a, e exponentielle bx. On va trouver le a et le b. Donc, dans le cas de la puissance, donc ici, vous voyez, on transforme à la fois x et y. Donc, x et y sont transformés. Donc, et voilà, on a v qui est log de a plus bu tout simplement. Donc, voilà, ces deux cas, j'ai des données qu'on a utilisées, des données qui devraient utiliser soit ce cas ou ce cas, et qu'on a testé, et on a vu que la linéarité n'était pas valable, et on le retravaille encore en faisant les transformations qui sont requises. Ici, c'est y qui est transformé. Ici, x et y sont transformés. Bon, on repart maintenant à refaire de nouveau une régression linéaire avec ces transformations et on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme conclusion. Donc, ces deux cas, je reviendrai avec des données précises donc qu'on va utiliser. Donc, des cas d'application. Bon, mais il y a aussi d'autres cas de figure. Donc, ça, c'est l'hyperbole. Donc, il y a plusieurs cas donc, qui sont donnés. Et puis, donc, dépendant de votre connaissance de la forme des figures et votre capacité à proposer une fonction, donc, ça va vous aider à faire des transformations. Donc, et c'est ça. Donc, ça veut dire que la régression linéaire simple est très flexible. Donc, a priori, ça paraît assez lourd comme hypothèse de la linéarité, mais quand on y ajoute maintenant toutes ces transformations possibles pour en arriver à la linéarité, donc ça élargit le potentiel d'application de la régression linéaire. Donc, et c'est ça qui fait que c'est une matière qui est beaucoup utilisée. Donc, a priori, on peut penser que on utilise la linéarité, le modèle n'est pas linéaire, il n'est pas linéaire, mais il ne faut pas oublier que il y a eu des transformations dans certains cas, et donc on a utilisé la linéarité, mais a priori ou a posteriori, on a fait des transformations des données et venir. Donc, on a élargi notre gamme d'applications de la linéarité. Donc, c'est assez riche, effectivement.
Bon, donc, c'est très important de passer à travers ces possibilités. Et donc c'est ça que j'ai dit. J'ai dit que je vais vous montrer des cas d'application. Donc, le premier cas d'application, c'est un ajustement exponentiel. Donc, on a des données qui sont, si on les mettait, c'est une forme exponentielle, mais des fois, ce n'est pas évident qu'on puisse le voir. Donc, parce que des fois, les données sont très serrées, l'échelle peut amplifier ou désamplifier une forme. Donc, c'est un piège de graphique. Donc, si on arrive à dégager une forme, tant mieux. Et sinon, on fait la régression linéaire tout simplement. Donc ici, en regardant ça, on peut dire probablement qu'il peut y avoir la linéarité, mais avec quelques petites réserves. Mais on peut supposer qu'on va tester la linéarité. C'est ça. Bon, donc droite de régression linéaire de Y en fonction de X. Bon, voilà. Donc, l'analyse des résidus. Donc, comme j'ai dit, on a trouvé le A, on a trouvé le B, on a trouvé les résidus et on les a mis sur le graphique, comme je vous ai dit. On met sur le graphique. Et vous voyez automatiquement les résidus, donc, qui ne sont pas sous la forme aléatoire. Donc, normalement, la bonne distribution des résidus, c'est autour de l'axe de X, donc l'axe de X qui est là. Donc, les résidus se distribuent de façon aléatoire autour de ça. Donc, on ne peut pas dégager une forme. C'est ça. Donc, ici, il y a vraiment une forme sur les résidus qui sont là. Donc, et ça, c'est loin d'être aléatoire. Donc, on peut mettre en cause comment dirais-je, la linéarité. Donc, c'est là où j'ai dit que ça dépend de votre capacité. Donc ici, les résidus devraient se répartir au hasard autour de l'axe des abscisses. Le modèle affine ne convient pas. Donc, effectivement, comme conclusion, on peut dire ça. Bon, maintenant, il faut une alternative. Donc ici, l'alternative, c'est le modèle exponentiel. Donc, c'est ça, comme je disais, bon, il y a comme une croissance, tu vois, qui est un peu exponentielle. Bon, mais ce n'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais donc, on va prendre ici le modèle exponentiel. Donc, Y et X. Donc, la base E. Ou encore, exponentielle, ça peut être Y égale à X. Donc, avec la base A. Donc, on va prendre la forme générale, bien sûr. Donc, Y égale à B de AX. Donc, c'est la forme la plus générale. Donc, on va travailler avec ça. C'est ça. Donc, si A est une valeur proche de E, donc, on va dire que c'est le E. Bon, donc, mais sinon, prenons la forme la plus générale qui inclut le YEX et le YAX, bien sûr, en mettant le B dans le modèle, tout simplement. Donc, faisant ça, donc il faudra faire le changement de variable. Donc, Y, donc, dans la forme exponentielle, on dit on prend le log de Y tout simplement. Le log de Y, ce qui donne log de B, donc dans la forme la plus générale, log de B, X plus X, log de A tout simplement. Log de A. Et vous voyez, ça c'est, si on transforme le Y, donc la nouvelle variable qu'on va utiliser, on va l'utiliser
et ici log de B. Quand on va résoudre ce système linéaire, la valeur qu'on va trouver pour la constante sera log de B. Ce sera le log de la valeur B qu'on veut trouver ici. Donc ensuite, on va dégager tout simplement la valeur de B à partir du log et on va trouver le B tout simplement. Et ici, quand on va calculer ici, on va trouver le log de le ln de A. Donc, on n'a pas directement le A, mais on va avoir son logarithme. Donc, avec sa transformation, on va trouver tout simplement la valeur de A. Donc, on a un modèle linéaire ici et qui permet de trouver indirectement A et B tout simplement. Donc, c'est ça qui nous concerne. On veut trouver A et B. Donc, une fois que j'ai trouvé A et B, donc, je vais les remplacer ici tout simplement. Mais avant, il faudra qu'on teste les erreurs, les résidus. Il faut qu'on fasse l'analyse des résidus. Et donc, c'est ça. Pour voir si ce modèle est adéquat. Le premier n'était pas adéquat, la linéarité, mais il se peut que ce deuxième modèle est adéquat. Donc, Y égale à X plus B. Donc, ici, on sait que Y, c'est ln de Y. Donc, les observations que j'avais qui ont été transformées. X, c'est le petit x, lui n'a pas été changé. Le A, le grand A, c'est ln de A. Et le grand B, c'est le logarithme de B tout simplement. Donc, voilà, donc on a ceci. Et l'ajustement de Y en fonction de X nous donne A, bon, donc, et puis on trouve tout simplement. Donc, bon, maintenant, il faut tester maintenant. Ça, c'est pour ce que j'ai dit oralement tout de suite. Bon, donc, je mets ici. Donc, il faut maintenant voir les résidus. Donc, ici, voilà l'analyse des résidus à partir du modèle exponentiel que j'ai utilisé. Donc, on voit ici que vraiment, ça va, il y a un peu d'aléatoire, il y a beaucoup d'aléatoire ici, ça va dans les deux sens. Donc, les données sont au-dessus, beaucoup au-dessous, etc. Donc, il n'y a pas une forme précise qu'on peut dégager ici. Donc, on va dire tout simplement que ce modèle convient énormément par rapport au modèle linéaire, tout simplement. Et même si on peut avoir un autre modèle encore mieux, et on sait déjà si cela de loin valable par rapport à la linéarité, au modèle linéaire tout simplement. Donc, le modèle exponentiel est mieux adapté que le modèle affine tout simplement. Donc, la puissance, c'est la même chose. Donc, on va aller rapidement là-dessus. Donc, la droite de régression. Donc, l'analyse des résidus qui n'est pas correcte. Donc, on a proposé le modèle, je vais aller rapidement, le modèle puissance. Et puis, donc, vous m'excusez, je vais aller pas. D'accord, d'accord. Donc, donc, puissance. Et ensuite, changement de variable. Donc, on a fait ça, comme vous avez dit. Voilà, on a tout ça. Et l'ajustement affine. Et donc, comment on le fait? Donc, ici, les résidus avec la transformation. Donc, et donc, le modèle puissance est mieux adapté que le modèle affine, effectivement. Donc, c'est ça. Bon, donc, la qualité de l'ajustement. Donc, ici, comme je vous ai dit, l'équation fondamentale, donc, qu'on a vue quand on a fait l'analyse de variance, donc, une variable qualitative et une variable quantitative. Donc, je dis que l'équation fondamentale, on va le retrouver au niveau de la régression également. Donc, la variance totale, donc, qui est ici, la variance totale.
donc les yi moins y bar au carré, donc la somme, donc c'est la variance totale. C'est égal y chapeau moins y bar, c'est ce que le modèle a estimé, tout simplement. Donc, y chapeau, c'est le modèle. Donc, et la variance expliquée par le modèle, c'est ça qui est là, la variance expliquée par le modèle. Donc, y chapeau i moins y bar au carré, la somme. Donc, ça, ce serait la variance expliquée par le modèle. Et la variance qui n'est pas expliquée par le modèle, c'est yi moins y chapeau qui est l'erreur. Donc, yi moins y chapeau qui est le résidu, qui est l'erreur. Donc, au carré. Donc, c'est la partie résiduelle, donc la partie qui n'a pas été expliquée par le modèle. Donc, la variance expliquée par le modèle plus celle qui n'est pas expliquée par le modèle nous donne la variance totale, tout simplement. Donc, cette équation elle est importante et elle permet de dégager beaucoup d'éléments. Donc, la somme des carrés, donc la moyenne, égale à la somme des carrés des écarts du modèle plus la somme des carrés résiduels. Donc, et ici, on divise par le total, donc la somme des carrés totaux. Donc, si je divise ici, donc ça va donner 1 ici. Donc, ce serait tout simplement ça divisé par le total et la partie résiduelle divisée par le total tout simplement. Donc, ça fait un pourcentage. Donc, ça, c'est le pourcentage qui est expliqué par le modèle tout simplement. Donc, l'ajustement est d'autant meilleur que la somme des carrés résiduels est proche de 0. Donc, si la variance résiduelle, enfin, on peut parler de variance ou de somme des carrés. Bon, l'équation fondamentale, ça se fait généralement à partir des sommes des carrés, mais l'équation est aussi valable pour les variances. Hein. Donc, c'est ça. Donc, est proche de 0. Donc, si la somme des carrés des résidus est proche de 0, c'est-à-dire que somme des carrés sur somme totale est proche de 0. Donc, dans ce sens-là, on aura la somme des carrés expliquée par le modèle, donc par le modèle, divisé par donc la partie expliquée, le pourcentage de la partie expliquée va être proche de 1, donc ça va être proche de 100%. Donc le R, c'est la somme des carrés sur, donc c'est le coefficient de détermination. Bon, on va parler de R2 ou on va parler de R, mais l'essentiel est que on parle de coefficient de détermination tout simplement. Donc, le coefficient de détermination, donc il y a une relation entre le coefficient de détermination et le rho tout simplement. Donc, le coefficient de corrélation. Donc, voilà la relation. Donc, on a vu que le coefficient de corrélation, on a vu sa relation avec, par définition, elle vient de la covariance. Donc, ça va, c'est une identité. Et on a vu sa relation avec les paramètres de la régression. Et on a vu aussi qu'il y a une relation avec, on peut le déterminer à partir des sommes des carrés, tout simplement. Donc, qu'on va utiliser des fois aussi pour l'euro simplement. Donc, c'est la proportion de la variance due à l'ajustement, tout simplement. Donc, R est compris entre 0, parce que c'est le R2, donc c'est compris entre 0 et 1, tout simplement.